Salut tout le monde, c'est Antoine. Alors aujourd'hui, on va parler de la duplicité d'Emmanuel Macron sur les questions environnementales, parce que le président de la République agite beaucoup les bras, il fait beaucoup de vent autour de ces questions avec Make Our Planet Great Again, mais en réalité, dans les faits, ces actions sont très peu proches de logique écologique. Dans cette vidéo, on va parler des pesticides, du modèle agricole, du nucléaire, des économies d'énergie, des transports, des hydrocarbures et de la préservation de la biodiversité. Donc cette vidéo va nécessairement être un petit peu longue, du coup je vous mets dans la description un sommaire pour que vous puissiez accéder directement au sujet qui vous intéresse ou bien pour que vous puissiez regarder cette vidéo en plusieurs fois si vous avez envie de tout voir. On commence sans plus attendre, allez c'est parti. Alors d'abord, je dois vous dire que ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, mais que j'avais pas pris le temps de la faire, et là il y a un sujet qui m'a décidé à le faire, c'est qu'on a appris récemment qu'environ 80% des insectes avaient disparu dans les 30 dernières années, et que la cause la plus probable de leur disparition, c'était les pesticides et l'agriculture chimique. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un article sur ce sujet, je vous mets le lien dans la description, mais là je voudrais parler très directement de ce que propose Macron sur le sujet et de ce qu'il fait. Alors dans son programme pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron disait qu'il voulait placer la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Mais dans les faits, ça se passe pas du tout comme ça. D'abord sur les perturbateurs endocriniens, qui sont des molécules qui perturbent les hormones humaines et qui provoquent notamment des cancers, la France a fini par céder au niveau européen sur la définition des perturbateurs endocriniens. Et le journal Le Monde, qui est pourtant pas un journal très critique sur la politique d'Emmanuel Macron, il parle même de capitulation sur ce sujet des perturbateurs endocriniens. Sur le sujet, je m'étends pas, je vous renvoie juste à une vidéo d'Osons causer sur le sujet qui est très intéressante, qui est très bien faite et qui explique tout, donc allez la voir. Il y a ensuite la question des pesticides, et sur ce point, Emmanuel Macron aussi est en dessous des attentes qu'on pouvait avoir si il voulait vraiment placer la France en tête du combat contre les pesticides. Sur le glyphosate, la France porte une durée supplémentaire d'autorisation de 4 ans. C'est un an de moins que ce qui est voulu au niveau européen, c'est un an de plus que ce que proposait Nicolas Hulot, donc Macron essaie un peu de ménager la chèvre et le chou, mais en réalité, il n'agit pas, c'est-à-dire qu'il ne propose pas un modèle qui permettrait de sortir du glyphosate, et il se propose juste en fait de prolonger pour 4 ans cette autorisation du glyphosate, alors qu'il faudrait déjà être en train de réfléchir aux moyens de sortir de cette molécule. Sur les pesticides néonicotinoïdes, qui sont des pesticides dont l'un des effets indésirables est de tuer les abeilles, ce qui n'est pas une petite question, c'est la même chose, Emmanuel Macron est en retrait sur ce sujet, puisque l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a autorisé la mise sur le marché d'un nouveau type de pesticide néonicotinoïde, le sulfoxaflor, quel nom compliqué, qui est décrié par les apiculteurs qui voient cette mise sur le marché comme un danger pour les abeilles. Et bien là encore, le gouvernement ne fait rien, c'est-à-dire qu'il y a une autorisation qui est faite et ils réagissent pas, ils disent rien. Et quand on interroge le cabinet de Nicolas Hulot, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant de cette décision. Donc vous voyez que là, il y a un problème sur la mise sur le marché de ce nouveau pesticide. Plus largement, tout ça, ça pose la question du modèle agricole que veut Emmanuel Macron. Parce que dans son programme, il disait qu'il voulait que d'ici 2022, 50% des produits proposés par les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise soient bio, écologiques, ou issus de circuits courts. Donc en lisant ça, on pourrait penser qu'il va vouloir favoriser l'agriculture bio. Or, l'État récemment est revenu sur les aides au maintien de l'agriculture bio. Officiellement, c'est pour déplacer ces aides vers la conversion en agriculture bio. C'est-à-dire qu'on les enlève du maintien à l'agriculture bio et on les place dans le développement de l'agriculture bio. Or, cette logique, elle est mauvaise parce qu'en réalité, passer d'une agriculture dite conventionnelle, mais qui est en réalité chimique, à une agriculture bio, ça se fait pas en claquant des doigts. En réalité, le temps de conversion d'un sol d'agriculture conventionnelle à une agriculture bio, c'est entre 2 et 3 ans. Donc il est presque plus important de maintenir une agriculture déjà bio, parce qu'on a gagné 3 ans, que de faire cette conversion de nouveaux sols, puisque là, vous en avez pour 3 ans avant d'avoir les nouveaux sols. Donc la conversion, elle est indispensable, mais le maintien aussi, il est indispensable, parce que si un agriculteur bio disparaît et que son exploitation est récupérée par un agriculteur qui veut faire de l'agriculture conventionnelle, là, on perd 3 ans. D'un seul coup, on perd 3 ans. Donc, l'idée de supprimer les aides au maintien, elle est complètement idiote d'un point de vue écologique. Et d'ailleurs sur ce point, c'est la présidente de la Fédération nationale de l'agriculture bio, Stéphanie Pajot, qui s'exprime le mieux. Voici ce qu'elle dit. En supprimant ces aides, on supprime la reconnaissance des services environnementaux apportés par l'agriculture bio en termes de protection de l'air, de l'eau
et de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc là, c'est exactement ça en fait. Et justement, on va en venir à la question du réchauffement climatique, parce que vous voyez que la question se pose dans l'agriculture bio, mais elle se pose ailleurs, et la question du réchauffement climatique, c'est un des points forts de la communication d'Emmanuel Macron sur les questions environnementales. Je dis bien de la communication, pas de la politique. Ça, c'est vraiment le sujet phare d'Emmanuel Macron sur la scène nationale et internationale. Le 29 mai 2017, quand il a fait son fameux Make Our Planet Great Again, voici ce qu'il disait. Sur le climat, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de planète B. C'est pourquoi la France s'est placée à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique. Bon alors déjà, premier problème sur ce point, le CETA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Cet accord, évidemment qu'il va augmenter la pollution, puisque vous allez transbahuter des produits à travers la planète, entre l'Union Européenne et le Canada, entre le Canada et l'Union Européenne, et que pour l'instant, les moyens de transport, ils utilisent des hydrocarbures. Donc vous allez nécessairement augmenter la pollution et augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et je laisse de côté pour aujourd'hui la question de la diminution des normes environnementales que ça va occasionner dans l'agriculture et dans plein d'autres domaines. Alors sur ce sujet, Macron il est bien embêté parce que pendant la campagne présidentielle, il disait que ce traité améliore objectivement les choses dans notre relation commerciale avec le Canada et que ce traité, comme c'était de la politique commerciale, c'était de la compétence de l'Union Européenne et pas des États. Conséquence, Macron ne s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du CETA le 21 septembre dernier. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cet accord de libre-échange qui entre en vigueur sur notre territoire sans vote ni des parlementaires nationaux ni du peuple. Ce qui en plus de poser un problème écologique pose un petit problème démocratique quand même. Et sur le sujet, tout ce que s'est contenté de faire Emmanuel Macron, c'est un plan d'action pour encadrer le CETA, ce qui revient à dire que en fait ça sert à rien et que ce traité va s'appliquer dans toutes ses dimensions et qu'ils ne feront rien à part des organes d'observation qui de temps en temps diront quelque chose mais qui en réalité n'auront aucun pouvoir. Donc sur ce sujet, en fait Macron ne lutte pas contre le réchauffement climatique puisqu'il autorise l'application de ce traité et qu'il ne met pas en place un rapport de force qui pourrait faire avec un référendum et une décision du peuple français. Mais là, c'est pas ce qu'il a envie de faire et il a envie de faire passer le traité en douce, un petit peu, tranquillement, en l'encadrant, en présentant ça comme une avancée, etc. Mais en réalité, il lutte pas contre ce traité. Alors, toujours sur la question du réchauffement climatique, il y a des négociations qui se passent au niveau européen sur la mise en œuvre et l'application de la COP21. Dans le cadre de cette application de la COP21, l'objectif qui est fixé, c'est 27% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et dans les discussions européennes, des pays comme l'Allemagne proposent qu'il y ait des contrôles réguliers sur le développement des énergies renouvelables. Et on a découvert récemment, dans des documents qui étaient confidentiels, que la France, en fait, était sur une autre position. C'est-à-dire qu'elle propose que le contrôle soit unique, qu'il y ait un seul contrôle sur ces énergies renouvelables et qu'il soit fait 2 à 3 ans avant 2030, donc autour de 2027-2028, pour vérifier si la moitié de l'objectif était atteint. Donc vous imaginez bien que si on fait la moitié de l'objectif entre maintenant et 2027, on va pas faire l'autre moitié de l'objectif entre 2027 et 2030. Là encore sur le sujet, je vous renvoie à une vidéo d'Osons Causer qui est super, donc allez la voir, elle est très instructive et elle montre bien la duplicité d'Emmanuel Macron entre ce qu'il dit et ce qu'il fait au niveau européen. Du coup, cette question des énergies renouvelables nous amène à la question des énergies tout court, et notamment à la question de l'énergie nucléaire. Dans son programme, Emmanuel Macron proposait d'atteindre 50% d'énergie nucléaire à l'horizon 2025. Or pour faire ça, nécessairement, il faut diminuer la part du nucléaire, donc fermer des centrales, fermer des réacteurs, et parallèlement augmenter la production d'énergie par les énergies renouvelables. Or dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est pas si clair que ça. Il dit par exemple qu'il veut fermer Fessenheim, mais il dit qu'il veut fermer Fessenheim au moment où l'EPR entrera en service. C'est-à-dire fermer une centrale nucléaire, mais parce qu'il y en a une autre qui entre en service. Et globalement, sur ce sujet, Emmanuel Macron se cache derrière son petit doigt, et en fait, son petit doigt, c'est l'autorité de sûreté du nucléaire, l'ASN, et ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il va attendre les recommandations de l'ASN pour prendre des décisions. Donc en fait, il ne prend pas de décision, parce que sortir du nucléaire, ça se fait pas en appuyant sur un bouton on-off, c'est un processus qui est long, qui se prépare, qui se planifie, et lui, il n'est pas du tout dans cette idée-là. Il est en mode, on va attendre de voir ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire, et puis on verra bien ce qu'on fait. Et d'ailleurs, quand Nicolas Hulot avait évoqué l'idée de fermer les 17 réacteurs nucléaires qui arrivent au bout de leur durée de vie normalement prévue de 40 ans durant la durée du quinquennat, il s'était fait rabrouer immédiatement par Édouard Philippe qui avait dit oui, c'est bien ce qu'il a dit Hulot, mais on verra bien ce qu'on fera, on va attendre que la SN ait décidé. Donc vous voyez que sur ce sujet, il n'y a pas de décision politique qui est prise, et il y a juste
On se cache derrière l'ASN en attendant que, peut-être, à un moment donné, ils nous disent que c'est sûr ou que c'est pas sûr ou qu'on n'en sait rien, mais il n'y a pas de décision réellement de planification de sortie ou de diminution du nucléaire qui est faite. Donc conclusion, il y a peu de chances que Emmanuel Macron arrive à diminuer la part du nucléaire s'il ne la prépare pas maintenant. Alors concernant la question des énergies, il y a évidemment la question des économies d'énergie. Et pour une grande partie, ça passe par une rénovation du bâti. Sur ce sujet d'ailleurs, dans son programme, Emmanuel Macron disait la chose suivante. Nous rénoverons 1 million de logements mal isolés d'ici 2022 et en priorité ceux des propriétaires les plus modestes. Alors sur ce point, vraiment, l'hypocrisie est totale et on l'a vu en particulier avec l'épisode houleux du crédit d'impôt porte-fenêtre. Le crédit d'impôt porte-fenêtre, c'est quoi? C'est un crédit d'impôt qui vous permet d'avoir un abattement de 30% sur vos impôts quand vous faites des travaux de rénovation de vos fenêtres, de vos portes, pour isoler mieux votre logement. Et vraiment, je pense que tous ceux qui ont déjà fait l'expérience de changer une fenêtre qui est une passoire pour une fenêtre qui est bien isolée, ça change la vie et ça évite de grosses déperditions de chaleur pendant l'hiver. Donc vraiment, c'est un sujet sur lequel on a souvent une expérience sensible, une expérience empirique du fait que vraiment, ça change la consommation d'énergie de changer ses fenêtres. Et bien, figurez-vous que sur le sujet, le gouvernement avait tout simplement prévu de supprimer ce crédit à l'horizon 2018. En fait, ils avaient présenté un premier projet dans lequel, à partir du 27 septembre, ce crédit d'impôt passait de 30 à 15% et qu'à partir du 27 mars, ce crédit d'impôt était tout simplement annulé. Évidemment, il y avait eu une levée de bouclier chez les gens qui produisent ces portes et fenêtres et qui les installent, parce que pour eux, c'est un enjeu économique qui est fort, et pour eux, une suppression de ce crédit d'impôt aurait représenté en gros la disparition de 6 à 9 000 emplois. Donc ils se sont fortement mobilisés sur le sujet, et au final, ils ont réussi à obtenir un premier recul du gouvernement qui disait « Bon, ok, d'accord, on vous laisse le crédit d'impôt à 30% jusqu'à la fin de l'année, et puis ensuite il passera à 15% à partir du 1er janvier 2018, et ça ira jusqu'au 30 juin 2018, et après, pouf, c'est fini, on n'en parle plus de crédit d'impôt sur les portes et fenêtres. » Et finalement, étant donné qu'il y avait une telle mobilisation, eh bien, le gouvernement a fini par purement et simplement renoncer à la suppression de ce crédit, mais il indique quand même que bientôt ils vont le changer parce que ça va pas, parce que ça permet pas de faire assez d'économies d'énergie, etc. Donc sur ce sujet, on voit bien que leur objectif, c'est pas du tout de permettre une facilitation de la rénovation du bâtiment, puisqu'ils disent qu'ils veulent le changer, puisqu'ils ont essayé de le changer et qu'ils n'ont reculé que pour éviter la levée de bouclier qu'il y avait dans le secteur. Sachez quand même que les professionnels du secteur ont fait des enquêtes sur ce sujet et que eux considèrent que les économies d'énergie provoquées par l'installation de portes et de fenêtres qui sont mieux isolées, ça représente entre 17% et 42% d'économie d'énergie. Donc c'est pas une petite économie d'énergie, et si on veut rénover effectivement le bâti ancien, eh bien il va falloir en passer par la rénovation d'un maximum de portes et de fenêtres qui sont pour l'instant mal isolées. Bref, sur ce sujet, le gouvernement est encore en train de chercher le moyen de faire des économies au détriment de l'environnement. Et il y a une autre question sur le sujet qui est exactement du même ordre, c'est les économies que veut faire le gouvernement sur le versement d'APL pour les locataires qui sont dans des HLM. En fait, ce que veut faire le gouvernement, c'est de supprimer de 50 à 60 euros d'APL par mois pour les locataires qui sont en HLM, et que les offices HLM baissent de 50 à 60 euros par mois leur loyer. Sauf que le problème dans l'équation, c'est que les offices HLM, ils perdent 50 à 60 euros par mois par logement occupé par une personne qui touche les APL. Donc bilan des courses, ça fait une grosse diminution de revenus pour les offices HLM. Or ces revenus, ils permettent notamment de faire de la rénovation du bâti et de construire des logements qui sont écologiquement plus viables. Donc là encore, il y a une différence entre ce que dit Emmanuel Macron sur la rénovation du bâti et ce qu'il fait dans les actes, c'est-à-dire empêcher les offices HLM d'améliorer l'isolation thermique des bâtiments en diminuant leurs ressources. Alors, autre sujet, celui des énergies fossiles et des transports. Avant de commencer, je rappelle quand même que Emmanuel Macron est celui qui a mis en place les bus Macron. Or, ces bus, jusqu'à preuve du contraire, ils marchent pas à l'énergie solaire, ils marchent aux énergies fossiles. Donc on voit bien que dans sa logique, il y avait déjà une volonté de développer du transport routier au détriment du transport ferroviaire, qui lui est évidemment moins polluant puisqu'il marche à l'énergie électrique. Bon, évidemment, on peut aussi diminuer la pollution du train en passant à plus d'énergie renouvelable. Et j'ajoute une chose sur le sujet des transports, parce que quand il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron avait déclaré que le diesel devait rester au cœur de la politique industrielle française. Souvenez-vous aussi que c'est Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie, qui avait cédé la branche Alstom Énergie à General Electric. Et souvenez-vous encore que c'est Macron, président de la République, qui a cédé Alstom Transport à Siemens et qui donc a privé la France d'un de ses fleurons industriels qui aurait pu permettre
de faire une transition écologique, une transition dans le domaine des transports, qui aurait été planifiée, qui aurait été organisée, parce qu'on aurait eu la capacité industrielle de faire cette transition. Alors je reviens sur le sujet des énergies fossiles. Vous avez vu que Emmanuel Macron a mis en place une taxe sur le diesel, qui en fait s'apparente juste à une taxe sur les gens qui ont des voitures au diesel, puisque il ne prévoit pas de solution pour sortir vraiment du diesel. En fait, il met juste une taxe en pensant que c'est le marché qui va lui-même faire une politique économique, parce que si ça coûte plus cher le diesel, et les gens vont arrêter le diesel et donc ils vont sortir du diesel, alors qu'en réalité ce qui se passe c'est juste que changer de bagnole quand on n'a pas beaucoup d'argent c'est difficile, ça demande un gros investissement, et ça Macron il s'en rend pas compte, donc on sort pas du diesel comme ça par le marché. Il faut prévoir des solutions de rechange pour les gens, et notamment il faut mettre en place, si on veut vraiment sortir du diesel et des énergies fossiles, d'autres moyens de transport qui sont plus écologiquement soutenables. Or sur le sujet, Macron il dit à peu près rien. Sur les énergies fossiles, en fait, ce que se contente de faire Emmanuel Macron, c'est mettre en avant la fameuse loi hydrocarbures qui dit qu'officiellement, on va sortir du pétrole d'ici 2040. Alors évidemment, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'abord a été mise en avant la question du droit de suite. Le droit de suite, c'est quoi? C'est une loi de 1810 qui dit que quand vous avez mené une exploration pour trouver des matières premières comme du pétrole, et que cette exploration a été fructueuse, l'État doit vous donner un droit d'exploitation de ce que vous avez trouvé. Donc des concessions vont encore pouvoir être accordées, mais elles ne pourront pas aller au-delà du 1er janvier 2040. Sauf si le titulaire du permis démontre qu'une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation en vue d'atteindre l'équilibre économique pour l'exploitation du gisement découvert. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué que en fait ce qu'ils nous disent. Et de même sur les gaz et huiles de schiste, le gouvernement a choisi une formulation ambiguë qui laisse ouverte la porte à une exploitation future des gaz et huiles de schiste. Sur ce sujet, je ne vais pas plus dans le détail, je vous renvoie vers un article qui est assez bien fait sur la question de la loi hydrocarbures. Enfin, dernier sujet dont je veux traiter dans cette vidéo, c'est la question de la biodiversité. Et sur le sujet, Emmanuel Macron, encore une fois, fait passer l'intérêt financier avant l'intérêt général et avant la préservation de la biodiversité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était dans son déplacement en Guyane, il s'est exprimé favorablement pour le projet de la Montagne d'Or, qui est en gros une immense mine pour trouver de l'or. Le projet est qu'elle fasse plus de 2,5 km de long, donc vous imaginez la taille de la mine. Et en plus, il est prévu pour l'exploitation de cette mine d'utiliser du cyanure, qui est en gros un poison, parce que le cyanure permettrait de séparer la roche et l'or, et donc en gros de récupérer le matériau précieux. Sauf que voilà, ce cyanure, potentiellement, il peut y avoir des problèmes autour de son utilisation, il peut s'infiltrer dans les sols et donc polluer durablement les sols. Ajoutez à cela la question des déchets, parce que quand vous creusez dans une mine, vous extrayez beaucoup de déchets qui servent à rien et qui sont mis de côté. On estime à peu près à 60 000 tonnes par jour la quantité de déchets devant être extraits. Et puis ce que je vous ai pas encore dit, c'est que ce projet de grande mine d'or, il se trouve à moins d'1 kilomètre de la réserve biologique intégrale de Lucifer d'Écou, qui est une des plus belles réserves biologiques françaises où il y a vraiment une biodiversité exceptionnelle qui mérite donc d'être protégée. Or, il est impossible qu'avec moins d'1 kilomètre de distance entre la zone protégée et la mine, il n'y ait pas des pollutions, notamment des pollutions atmosphériques, qui viennent perturber cet endroit qui était jusqu'à présent préservé. Donc on voit bien que sur le sujet, Emmanuel Macron préfère le profit à l'environnement. Voilà, c'était un petit peu long, mais je voulais vraiment pouvoir faire le tour des questions écologiques et de la manière dont les traite Emmanuel Macron, et en particulier pouvoir vous parler des pesticides, de l'agriculture, des transports, des énergies, des économies d'énergie aussi évidemment, des hydrocarbures et de la préservation de la biodiversité. J'espère l'avoir fait à peu près complètement et correctement dans cette vidéo. Si j'ai oublié des sujets, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires et à en parler dans les commentaires, parce que tout simplement ça permettra d'ajouter du contenu à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour aider à la faire monter dans les tendances. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici, en n'oubliant pas de cliquer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez des notifications pour toutes mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Pour l'exploration du gisement. Merde, du gisement en vue de...